Permettez-moi d'abord de dire combien je suis honoré et ravi d'être ici parmi vous. Et je remercie beaucoup, professeur Jean, mais aussi Joukaf, de m'avoir donné cette occasion de partager avec vous quelques réflexions sur un sujet qui était mon sujet de thèse, tout ce qui est les atteintes esclavagistes à la personne humaine. Mais je ne vais pas me tarder beaucoup sur mon sujet de thèse, donner juste une idée, partager avec vous une idée sur la façon où on peut concevoir l'esclavage aujourd'hui et puis passer à une autre pratique que le professeur m'a demandé d'étudier, mais sous le contrôle de mes collègues et professeurs libanais, parce que même si je connais un peu l'arabe, mais voilà, j'ai passé par les sources qui est écrit en arabe, mais aussi par des amis qui connaissent la langue arabe mieux que moi, et puis ils ont accès à la jurisprudence. Concernant l'esclavage, d'une manière générale, on peut dire que c'est un phénomène social total. On ne peut pas le voir à partir d'une définition juridique qui est, à partir de 1926, basée sur la notion de propriété. Voilà, c'est une définition juridique, mais c'est un phénomène, comme dit Marcel Mauss, un phénomène social total. Ça veut dire qu'il va impliquer toute la personne dans ses dimensions économiques, sociales, culturelles, dans une vie qui est très, très difficile aujourd'hui aussi de sortir les personnes qui sont réduites en esclavage. Alors c'est un phénomène total, et la notion d'esclavage, c'est une notion globale qui englobe beaucoup d'autres notions. Alors, aujourd'hui, on parle d'esclavage moderne ou les formes contemporaines de l'esclavage, mais sur le plan juridique, le droit aussi a proposé d'autres notions, a conservé des notions anciennes, et puis on proposait d'autres. Maintenant, on est face à une agglomération des notions. On a l'esclavage, on a les conditions analogues à l'esclavage, on a la condition servile, on a la servitude, le travail forcé, le travail décent, la traite des esclaves, la traite pour les êtres humains, la vente des enfants. Alors, est-ce que tout ça c'est de l'esclavage au sens propre ou c'est l'esclavagisme? Comment on peut... Excusez-moi, je sais pas. Alors, il y a eu des mises au point par rapport à ces notions juridiquement par la Cour européenne des droits de l'homme et par d'autres juridictions internationales sur le plan pénal. Et puis, il y a une proposition aujourd'hui aussi pour d'aller vers une définition actualisée, une autre technique pour englober toutes ces pratiques qui sont liées à l'esclavage. Je vais dire très rapidement que une voie est ouverte par la jurisprudence de TPY qui donne une interprétation très évolutive de la notion de la réduction d'esclavage. Il va interpréter cette notion d'exercice de droit de la propriété d'une manière évolutive et il va le traduire par le fait d'exercer un pouvoir, un contrôle sur la personne, en imaginant une structure de relation entre une personne et sa victime, et cette structure devrait finalement ressembler à une structure de relation à l'époque où l'esclavage existait. Alors, il ouvre la voie pour une interprétation évolutive en interprétant la réduction de l'esclavage. La Cour européenne des droits de l'homme a choisi une autre voie. Ça veut dire que mettre en avant la notion de servitude et préserver la notion de l'esclavage pour une conception traditionnelle. C'est là où il y a l'exercice véritable du droit de propriété sur une personne. Par contre, concernant la notion de la servitude, il a fait une interprétation évolutive. D'abord, c'était très attaché à la notion d'esclavage. Maintenant, à partir de 2012, il le considère comme un travail forcé aggravé. Voilà. La première voie qui est ouverte par la jurisprudence de TPY a été suivie par la Cour de justice de la communauté africaine en 2018 et en 2021 aussi, dans l'affaire récente, qui suit cette interprétation évolutive de la réduction d'esclavage pour l'appliquer à des situations d'aujourd'hui, même s'il y a des cas d'esclavage traditionnel aussi. Voilà, cette première mise en point juridique a été faite. Maintenant, pour l'avenir, vu la complexité des pratiques, on peut imaginer une autre
technique. Ça veut dire inspirer la technique de la définition des crimes contre l'humanité, ça veut dire que définir en un chapeau les pratiques esclavagistes ou l'atteinte esclavagiste, donner une définition globale, et par la technique de liste, définir très exactement les agissements qui sont esclavagistes. Voilà. On peut avoir une définition globale et une liste des pratiques, à commencer par l'exploitation jusqu'à la servitude. Voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point que je voulais aborder, c'est que comme c'est un phénomène global, la réponse aussi devrait être globale. Quand on veut lutter contre l'esclavage, il faut non seulement des réponses pénales, mais aussi des réparations. On peut passer par les solutions civiles, sociales aussi. C'est pour cela que j'ai choisi un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui consacre une indemnisation économique à la personne qui était victime de travail forcé. Voilà, c'est la Cour de cassation, il ouvre une voie nouvelle pour indemniser et réparer les préjudices. La Cour de la justice de la communauté africaine aussi a, dans un arrêt récent, a condamné l'État Niger à réparer les préjudices que les enfants nés en esclavage ont subis. Sur le domaine de réparation, on voit qu'il y a une nouveauté et la réponse maintenant, il est vraiment globalisée. On passe de pénal à la sociale au civil. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, le professeur m'avait demandé de regarder le système de kafala en droit islamique général, mais plus particulièrement au Liban. La notion de kafalat, la kafalat en droit islamique, en droit canonique musulman, c'est un contrat. C'est un contrat entre deux personnes, mais concerne une tierce personne. Voilà. Moi, je peux m'engager envers une administration, quelqu'un d'autre, concernant une troisième personne, pour dire que moi, je vais le prendre en charge. C'est une sorte de tutelle, on peut dire. Voilà. C'est pour ça que cette notion, premièrement, a été utilisée pour protéger les enfants orphelins et les enfants placés. C'est adoption, mais pas complète. Ça veut dire que les droits sont transférés à nouveaux parents, sauf l'héritage. Voilà. L'objectif, c'est de prendre en charge les enfants. La première utilisation en droit iranien ou d'autres droits en Algérie ou d'autres pays, c'est dans ce domaine-là. En Iran, elle a pris un autre sort, c'est dans la procédure pénale. C'est une sorte de mesure de cautionnement. Je peux cautionner quelqu'un d'autre que moi, je vais le représenter devant le tribunal. Et troisième application de cette notion, que c'est une adaptation. Ce n'était pas prévu au départ dans le droit canonique qu'on utilise dans le domaine de domesticité pour gérer vraiment un flux migratoire ou une économie de domesticité. C'est une adaptation juridique de cette notion dans le pays de Golfe et au Liban pour gérer une économie migratoire et de domesticité. Alors, pour appliquer cette notion, l'entrée, la vie, le travail et la sortie de la personne qui veut travailler dans ce pays, y compris au Liban, doit passer par un contrat. Un contrat entre un employeur privé, je parle sous votre direction, une agence, et puis les institutions qui s'occupent de la migration d'abord, et puis le ministère de la Travail. À partir de quoi? À partir d'un ensemble des lois qui relèvent d'abord de l'immigration, et puis des circulaires qui viennent de la Direction générale de la Sûreté, et puis des circulaires. Voilà. C'est un ensemble des circulaires, de règlements, de décrets et des lois qui concernent l'immigration qui constituent la base juridique de kafala. Il n'y a jamais eu une référence dans les codes ou dans les lois concernant le kafala. S'il y a une référence, dans les jugements, c'est en lien avec les lois d'immigration ou avec les circulaires. Voilà. C'est un droit, on peut dire, prétorien.
c'est une pratique coutumière des administrations. Alors, comment ça se passe? Premièrement, les agences de recrutement jouent un rôle massif. Je vais aller rapidement. Les agences. D'abord, les agences, ils recrutent. Les personnes demandent aux agences de faire venir quelqu'un. Ça coûte très cher. Il faut payer le visa, il y a beaucoup de frais à l'intérieur pour faire venir la personne. Le contrat sera signé au Liban, pas avant. Alors, ce système peut exposer la personne à des risques. D'abord, le risque esclavagiste. Premier risque, c'est la servitude pour dette. Si l'employeur paye, la personne devrait rembourser soit de son salaire, soit à la base doit vendre quelque chose dans son pays d'origine. Cette somme doit être remboursée. Alors, souvent dans cette pratique, les personnes s'endettent dans le pays d'origine ou à l'arrivée pour payer tous ces frais. Alors, ils sont endettés, ils sont obligés de travailler pour rembourser cette dette. Voilà. La servitude pour dette, c'est le premier risque qui existe dans cette pratique. Deuxième risque, c'est le risque de servitude. Parce que la personne, selon ce contrat, c'est l'employeur qui décide de tout, de mettre fin à ce contrat, de demander le prolongement de son titre de séjour. C'est sa volonté qui compte pour un changement d'employeur. C'est la volonté de l'employeur qui compte. Même si maintenant, à partir de 2009, il y a un contrat unifié type qui donne des droits, qui reconnaît des droits fondamentaux par la personne, mais dans la pratique, c'est souvent l'employeur qui gère. Il y a un déséquilibre ici et la personne, il est sous la contrainte. Alors, si on regarde la définition de la servitude faite par l'interprétation faite par la Cour européenne des droits de l'homme, ce travail, c'est de servitude, parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Le passeport a été confisqué, il ne peut pas sortir, et s'il fuit, il y a le risque pénal. Parce qu'il y a des jugements où il condamne la personne. Je vais très rapidement. Deuxième risque, c'est le risque de travail forcé. Et troisième risque, le risque pénal qu'on a dit, c'est le risque de fuite. Et d'autres risques que les employeurs portent plainte contre ces personnes, comme sous le titre de vol ou d'abus de confiance. Alors, comment on fait pour sortir de ce système? D'abord, peut-être que ça sera bien, en fait, qu'on applique, on intègre ces travailleurs dans le code de travail, qu'on applique le code de travail pour tout le monde. Deuxièmement, si Liban ratifie les conventions, surtout la dernière convention sur le travail forcé, ce sera bien. Et troisièmement, les juges peuvent jouer un rôle important. Depuis 2013, on voit qu'il y a une jurisprudence qui va pour protéger ces employés et surtout le premier acte, première plainte contre les pratiques esclavagistes, ça date de 2002. On peut dire que les juges ils peuvent jouer un rôle très important. Voilà, je pense que j'ai abusé un peu mon temps et je vous remercie beaucoup.